Bonjour chers tous, j'espère que vous vous portez bien. On est mardi, vous le savez, mardi on a rendez-vous et c'est un plaisir pour moi de vous retrouver. J'espère que tout le monde se porte super bien et pour ceux chez qui ça ne va pas, on prie vraiment pour que vous vous rétablissiez le plus rapidement possible afin qu'on puisse ensemble construire notre pays. Merci de choisir BF1, merci d'être fidèle au Loft. Vous le savez, dans le Loft, nous sommes curieux. Donc, on cherche à comprendre des choses, on cherche à savoir. Et aujourd'hui, justement, on va s'inviter dans un univers qui certainement vous concerne. Et peut-être qu'il y en a qui ont des réponses, peut-être qu'il y en a qui ont des questions. On va voir. Mais si vous avez des réponses, vous le savez, vous pouvez participer sur notre page Facebook. Si vous avez des questions, vous pouvez également participer sur notre page Facebook avec des questions. Eh bien, si on peut trouver les réponses sur place pour vous, on vous les donne en direct. Sinon, on s'arrange pour vous donner les réponses une fois l'émission terminée sur Facebook pour être sûr que vous ayez la bonne réponse. Alors aujourd'hui, on s'invite dans l'univers du bail et on va essayer de comprendre tout cela. Et pour en parler, nous avons comme invité Monsieur Guigemde Norago. Il est inspecteur des impôts, chargé d'études à la Direction générale des impôts. Bonjour. Bonjour. Comment vous allez? Je vais bien et vous? Ça va très bien. Bienvenue sur ce plateau. Ok, merci bien. Vous êtes très bien habillé. Merci. Merci. Et on sait que vous avez une journée quand même super chargée. Oui. Mais vous avez eu le temps de nous glisser dedans. Merci. Ok, tant qu'on parle des impôts, on aura toujours le temps. Malheureusement, vous auriez dû être accompagné avec notre invité du ministère de l'Habitat et de l'Urbanisme qui a eu un empêchement de dernière minute. Donc, on va tourner toutes nos questions sur vous et vers vous. Okay. Vous répondrez à celles à qui vous pouvez répondre. Okay. Sinon, on va essayer de trouver les réponses, comme je l'ai dit en introduction, pour nos téléspectateurs. Il n'y a aucun problème. On Super. peut essayer. D'accord. Alors, aujourd'hui, on parle du bail, mais il se trouve que il y a quelques semaines, on a juste posé cette petite question sur la page Facebook de la télé, à savoir inflation des loyers au Burkina, quelle analyse? Et vous le savez, quand on a droit à la parole, on s'exprime. Et justement, on a des téléspectateurs qui se sont lâchés. 428 commentaires. On ne va pas tout lire, je vous rassure. Okay. On va juste piocher dedans pour que vous nous disiez, selon vous, qu'est-ce qui peut les amener à parler ainsi. Donc très rapidement, okay. Je vais lire 3-4 commentaires pour vous. Par exemple, on a Anderson Tiendrebego qui dit « Si tu entends maison carrelée, douche, WC, cuisine, bim, le prix du loyer augmente. » On dirait qu'ils sont en bagarre avec les usines de fabrication de carreaux. La maison, aussi petite soit-elle, ils vont se débrouiller, coincés pour mettre une douche, WC et cuisine. Tu rentres, te doucher. Bon, ton arrière colle le mur, pareil pour la cuisine. Nous sommes dans un pays où chacun fait sa loi. Certaines personnes, autorités, sont devenus des marcheurs et bailleurs. Nos pitiés dans l'argent. Ça, c'est un point de vue. On a Moudou Kabore qui dit « Moi, je ne veux pas forcément un bailleur. Le prix des matériaux de construction est extrêmement cher au Burkina. Quand on construit à 10 tonnes, tu commences à comprendre. Tout est cher. L'investissement initial est coûteux, alors que la rentabilité est lente. Que Dieu nous aide. » Alors, on a Dana Kabori qui dit « C'est triste, l'État devrait établir un barème des prix des maisons en fonction de certains critères. » Alors, donc, chambre-salon ou 2 chambres-salon avec douche et cuisine à tel ou tel prix, sinon c'est décevant. Si on va regarder les salaires des Burkinabés moyens, on sait d'office que c'est difficile qu'ils s'en sortent avec un tel loyer. Le pays à payer chaque mois. Personnellement, je pense que c'est ce qui pousse les gens à s'embourber dans les affaires louches. C'est compliqué. Donc, on a pas mal de commentaires de ce genre. Okay. Donc, selon vous, qu'est-ce qui peut les amener à s'exprimer comme ça sur la question de l'inflation des loyers? Quoi qu'on dise quand même, c'est vrai que souvent d'un quartier à un autre, et naturellement d'un type de maison à un autre, on voit souvent des écarts de loyer. Et selon vous, on vraiment piocher rapidement sur 400 commentaires. Je pense que la question du loyer, bon, c'est dû simplement à l'évolution de la vie. Ouais. L'évolution de la vie en ce terme qu'effectivement, les prix des terrains coûtent cher, les constructions coûtent cher. Alors, et puis, il y a l'offre. Alors, vous avez connu Ouagadougou, il y avait
un certain nombre d'habitants. Aujourd'hui, on sait que ce que ça vaut en termes de population. Donc, l'offre de logement ne satisfait plus la demande qui est élevée. Alors, donc, c'est tous ces facteurs cumulés qui arrivent à des prix de loyer que les citoyens lambda jugent exorbitants. Bon, ceci dit, je pense que le gouvernement, à son niveau, à travers une loi adoptée en 2015, portant bail sur le loyer et à usage d'habitation, et a fixé un peu les limites. Il a encadré pour dire grosso modo qu'une maison, par exemple, qui est construite, par exemple, à une maison modeste dont la construction est de l'ordre de 8-9 millions, son loyer ne devrait pas dépasser autour de 40, les simulations disent 40, 43 000, 45 000 francs le mois. Donc, c'est-à-dire que pour ceux, par exemple, qui disent que l'État devrait réglementer, eh bien, en fait, il y a des textes qui réglementent ça. Donc, il ne faut pas penser que l'État ne fait rien. Non, l'État, il y a une loi. C'est la loi, pour ceux qui voudraient quand même connaître la loi, et c'est très important. C'est la loi numéro 103-215 CNT, portant bail d'habitation privée au Burkina Faso. D'accord. Alors, on a essayé d'encadrer les loyers, fixer les obligations des uns et des autres. Par exemple, les charges locatives. Alors, qu'est-ce que le bailleur doit faire? Qu'est-ce que le preneur doit faire? Donc, cette loi-là mérite que les gens la lisent. On peut simplement la télécharger sur Internet. Elle est disponible. D'accord. Donc facilement, on peut trouver, on va essayer de mettre en fait en commentaire l'intitulé de la loi pour ceux qui veulent la voir facilement. Okay. Donc ça, on avait juste envie de commencer dans ça pour justement voir que les téléspectateurs ont leur mot à dire sur justement le fait que les prix des loyers varient. Mais quand on parle de bail, quand on parle de prendre une maison en location, en général, on a deux parties. La partie qui donne la maison en location et la partie qui prend la maison pour usage habitation, commercial ou autre. Et souvent, en général, entre les deux, il y a ce qu'on appelle un contrat de bail. Est-ce que je me trompe? Ou est-ce que c'est ça un contrat de bail? D'accord. Est-ce que le contrat fait partie des... Est-ce que le contrat de bail est obligatoire quand on veut prendre une maison en location? OK. Le contrat de bail est obligatoire. Parce que dès qu'il y a deux personnes qui sont en relation, il faut bien qu'il y ait des critères. Et c'est en ce sens-là que le contrat est obligatoire. D'accord. Alors, du reste, en tout cas, la loi dont je parle portant sur le bail à usage d'habitation prescrit que le contrat est obligatoire. Bon, mais c'est nous, pour nous coller à la réalité des choses, nous disons seulement qu'un contrat de bail, c'est un contrat écrit, oral ou écrit, entre deux personnes. Okay. Une personne, propriétaire d'immeuble qu'on appelle bailleur, qui met sa maison à la disposition de l'autre qu'on appelle le locataire, qui s'oblige à lui payer un loyer qu'ils auraient fixé de commun accord. Voilà. D'accord. Donc, est-ce que justement les gens considèrent ce contrat verbal comme un contrat? Est-ce que si un contrat papier rentre dans leurs habitudes? En tout cas, on a promené notre micro, on a posé la question à quelques Ouagavillois. On va écouter leurs réponses et on revient. Okay. Je suis en location chaque mois, on règle et puis c'est un truc comme ça, pas de contrat signé. Je suis en location, on n'a pas signé de contrat. Je n'ai jamais pu récupérer ma caution parce qu'ils disent qu'en cas de départ, ils doivent utiliser la caution pour arranger la maison. Nous avons loué une maison, mais on n'a pas pu signer un contrat avec le bailleur. On n'a pas pu récupérer notre caution également à la sortie. J'ai une maison à louer. Ce n'est pas un contrat en tant que tel parce que le locataire et moi, propriétaire de la maison, nous avons essayé de se comprendre. Voilà pourquoi j'ai dit qu'on a signé un contrat. Dans notre contrat, il y a eu un montant qui était là, sous forme de caution. Maintenant, cette caution, chez nous, notre contrat, cette caution consiste, en cas de départ, je ne peux pas le libérer comme ça.
Bon, en cas de départ, je peux lui donner 3 mois comme ça pour qu'il cherche ailleurs, voilà, avant de s'en aller. J'ai loué une cour et un magasin, mais j'ai pas pu signer de contrat avec le bailleur. En sortant de la maison, j'ai pas pu rentrer en possession de mes 150 000 francs CFA, dont 2 mois d'avance et 2 mois de caution. Sous prétexte que j'ai fait un retard de 15 jours, le bailleur a refusé de me reverser le reste après tous ses calculs. Ces situations sont récurrentes de nos jours quand on est en location. On ne rentre jamais en possession de sa caution en cas de départ définitif. Et bien voilà, donc quand on parle de bail, Ok. voilà ce que les gens disent. Une réaction avant que je commence à poser des questions? Ok. Et je pense que ce que les gens disent, c'est vrai. Mais là où nous disons que le contrat de bail est obligatoire, c'est pour protéger aussi les parties prenantes. Parce qu'en l'absence de contrat, dès que vous n'arrivez pas à vous entendre, bon, la preuve de ce qu'on avait dit est difficile à établir. C'est ça. Alors que si les uns et les autres avaient fait un contrat écrit, où chacun a donné ses conditions qui sont acceptées, ben, et dès qu'il y a mésentente, s'ils se rendent dans les autorités judiciaires, en tout cas, ou policières, en tout cas, je pense que chacun pourrait faire valoir ses droits. Mais en l'absence d'écrit, ben, ça devient difficile. D'accord. Voilà, parce que les conditions là ne sont pas formalisées et personne ne peut savoir à quoi ça répond. C'est ça. Donc, c'est vrai que le contrat verbal, il compte. Mais le problème, c'est qu'après, chacun peut venir dire « moi, j'avais dit ça, moi, je n'avais pas dit ça ». Et c'est difficile d'établir clairement les responsabilités et les rôles. Donc, justement, vous parliez tantôt un peu de la définition du contrat de bail. Il se trouve qu'on est tombé en fait sur la conférence de presse du ministère de l'Urbanisme et de l'Habitat qui date de décembre 2019, justement, qui parlait de ça. Donc, on a essayé de couper quelques extraits pour alimenter un peu notre échange. Donc, notamment parlant du contrat de bail. Donc, le contrat de bail à usage d'habitation, que faut-il savoir? Donc, c'est un contrat qui lie un bailleur, vous l'avez dit, et un locataire. Et dans ce contrat, le bailleur s'engage à mettre sa maison à la disposition du locataire qui veut y habiter en contrepartie d'une rémunération appelée loyer. C'est ce que vous nous avez dit. Le loyer est perçu périodiquement. De manière générale, il est mensuel. Il ne faut pas confondre le contrat de bail à usage d'habitation et d'autres types de contrats de bail tels que le bail commercial ou la location, où le locataire loue la propriété pour y exercer un commerce. La loi burkinabé exige que toute location d'immeuble puisse se faire par un contrat écrit. Donc cela a l'avantage de permettre aux locataires et aux bailleurs d'apporter la preuve lorsque l'un d'entre eux veut remettre en cause les éléments du contrat, comme par exemple le prix du loyer une fois le contrat conclu. Chaque partie a des obligations à remplir. Donc déjà, à partir de cet extrait, moi je comprends qu'un contrat de bail à usage d'habitation n'a rien à voir avec un contrat à usage commercial. C'est bien cela? Ok, je crois que la loi a distingué ces deux éléments parce que ce n'est pas régi par les mêmes dispositions. D'accord. Même quand il s'agit de payer le droit d'enregistrement par rapport au contrat de bail, les taux sont différents. Si vous voyez par exemple pour les maisons à usage d'habitation, le taux il est de 3%, alors que l'usage commercial il est de 5%. Alors quand il est d'usage d'habitation, c'est en principe le bailleur qui paye ses droits d'enregistrement. D'accord. Alors que quand il est usage commercial, c'est le preneur, c'est-à-dire le locataire qui paye ses droits. C'est quoi le droit d'enregistrement? Alors, le droit d'enregistrement, c'est un impôt que l'État a mis sur les locations d'immeubles, voilà, qui profitent au budget de l'État. D'accord. Alors, donc, grosso modo, quand vous prenez une maison, la maison, il y a une valeur que vous êtes convenu. Alors, si c'est ça, si la valeur-là répond à la réalité, c'est cette valeur-là qu'on prend pour calculer l'impôt. D'accord. Alors, pour le calculer, si c'est une maison à usage d'habitation, il est de 3%. Et les autres usages, c'est 5%. D'accord. Alors, donc, généralement, c'est le prix que vous fixez dans le contrat, plus les charges locatives, c'est-à-dire les charges que le propriétaire de la maison met
sur celui qui occupe la maison parce que ça vient en augmentation du prix, quel la que soit maison. alpha. D'accord. Voilà. Donc, si c'est une maison à usage d'habitation, c'est le bailleur qui paye les droits d'enregistrement. Et si c'est une maison à usage commercial, c'est le locataire qui paye le droit d'enregistrement. Oui. D'accord. Maintenant, souvent, on entend parler de caution, de loyer, d'avance. À quel moment on prend tout ça en compte? Alors, je crois que par rapport à la... C'est pas pour rien qu'on dit que le contrat de bail doit être obligatoire et il doit être écrit. D'accord. Quand il est écrit, ce sont la volonté des parties qui sont consignées. Ok. Un contrat de bail, bon, moi je suis en tout cas propriétaire de maison bailleur. Moi je donne mon identité, ma profession, mon adresse. Alors le locataire aussi il donne ça. On convient du loyer, comment le loyer doit être payé, quand est-ce que ce loyer doit être payé, est-ce qu'il y a des cautions, est-ce qu'il y a des garanties, est-ce qu'il y a des charges, autres charges. Alors tout ça, ce sont des éléments qu'on puise dans le contrat. Okay. Mais je crois que la référence de la loi, en tout cas CNT de 2015, là, cette loi est intéressante à lire parce que la loi va en détail de tous ces éléments-là. Okay. Alors, généralement, ce qu'on sait, c'est que quand on parle de caution, la caution, c'est pour couvrir éventuellement les charges qui vont de dégradation, de grosses dégradations de la maison que les bailleurs exigent. D'accord. Alors, maintenant, à la sortie, si la maison n'est pas dégradée, en principe, la caution doit être restituée. Voilà, ça c'est une question de principe. Mais si ce n'est pas consigné par écrit, tout ça là, c'est différent, c'est difficile, en tout cas, à faire valoir. Est-ce que l'avance aussi est-ce que l'avance c'est une prescription ou c'est une décision des bailleurs juste de s'assurer que, au moins pendant un temps, le nouveau locataire, bon, ça va, personne ne doit à son camarade, comme on le dit. Que ce soit l'avance ou que ce soit les garanties, c'est la volonté des parties qui le détermine. Il y en a qui estiment que si vous voulez occuper une maison, il faut donner une avance pour prouver votre capacité. Il y en a qui prouvent que pour se prémunir contre les dégradations sur l'état général du bâtiment, il faut une garantie. Donc, c'est les gens qui décident, ils décident de commun accord. Alors, donc, ça, ce n'est pas une imposition. Donc, en fait, si moi je comprends bien, parce que souvent, on le voit sur les réseaux sociaux, il y a pas mal de structures privées ou même d'individus qui se positionnent comme des personnes qui vous aident à trouver une maison. Quand peut-être vous venez d'arriver dans une ville, vous avez besoin d'une maison, ou même si vous voulez déménager. Et en général, ils vous proposent une maison, ils décrivent la maison et ils mettent en général 3 mois d'avance, 2 mois de loyer. Donc ça, si je comprends bien, c'est normalement le fruit d'une négociation entre le bailleur et le locataire. Voilà. Pour déterminer combien de mois d'avance, combien de mois de caution, quelle est la garantie. En fait, normalement, est-ce que normalement c'est défini à l'avance, genre par le bailleur qui décide, bon, moi je veux ça comme ça ne bouge pas. Si tu veux ma maison, tu suis. Ou est-ce qu'il a le droit de faire ça, le bailleur? Eh bien, je pense qu'un bailleur peut, en tout cas, exiger une caution, c'est une garantie. D'accord. Puisque la loi ne l'interdit pas. Okay. Il peut demander des avances, tout comme n'importe quel contrat, voilà, d'affaires ou entre deux personnes, on peut demander un paiement. Voilà, c'est la vie contractuelle dans la société qui est ainsi faite. Mais pour réagir un peu par rapport à ceux qui sont en train de chercher les maisons, communément on les appelle, on l'entend dans la société, on dit que ce sont des démarcheurs. Mais eux se considèrent comme des sociétés immobilières. Alors, c'est ce qu'ils disent, quand bien même c'est informel. Ces gens sont souvent nécessaires pour vous indiquer où se trouve la maison, quel est son état. Ils sont disposés à vous accompagner parce que les propriétaires de maisons ne résident pas au lieu où sont les maisons. Quelquefois même, ils ne résident même pas dans la localité et ils n'ont même pas le temps de ça. Bon, c'est une organisation informelle qui s'est imposée. Voilà. Et si vous voulez une maison, la forte chance que vous passez par ces gens-là est réelle. Ces sociétés-là, ce n'est pas à confondre avec ceux qui sont organisés, puisqu'il y a des agences qui sont organisées, qui gèrent les maisons des gens. C'est-à-dire que c'est eux, même quand vous prenez la maison, c'est eux qui viennent chez vous pour récupérer le loyer
et puis remettre aux propriétaires. Ils ont un contrat aussi avec, ils ont des conditions aussi entre eux et puis les propriétaires des maisons. Donc il y a beaucoup de situations. D'accord, donc en fait, dans cette histoire de trouver une maison là, il y a plusieurs intervenants souvent en fonction du chemin que l'on prend. Voilà. Maintenant, le bail, le contrat de bail. Oui. Vous l'avez dit, il y a un certain nombre d'éléments qu'on retrouve dedans, notamment l'identité et l'adresse des deux parties, ce qu'ils ont mis en commun accord. Est-ce qu'il y a un modèle type de contrat de bail et où est-ce qu'on signe un contrat de bail pour qu'il ait une valeur? Est-ce que juste vous et moi, là tout de suite, vous avez une maison, moi je veux la prendre, on s'assoit, on écrit, ça peut être un manuscrit. Bon, moi je prends votre maison, vous avez demandé une avance de 2 mois, une caution de 3 mois, je suis d'accord avec ça, on s'accorde sur le loyer et on signe à la fin, vous prenez un, je prends un. Est-ce que ça a valeur de contrat de bail ou est-ce qu'il faut aller devant une institution? Comment ça se passe? Alors, si vous le faites, si vous signez entre vous, c'est un contrat de bail. On ne va pas dire que ce n'est pas un contrat de bail. Mais comme vous n'avez pas porté ça à la connaissance, c'est-à-dire quelle est sa validité. Voilà, c'est entre vous. Mais la loi, en tout cas sur le bail à usage d'habitation, est claire. C'est-à-dire qu'en principe, le contrat, il doit être formalisé par écrit. On va vous donner des types de contrats, puisqu'il n'y a pas de contrat type. Chacun essaie de voir en fonction. Bon, vous et moi, on peut ne pas avoir des charges locatives, donc cette partie-là, on peut ne pas la développer. On peut ne pas parler de caution, on peut. Alors, mais il y a un exemple type de contrat qui fait ressortir les différents éléments, à savoir l'identité des parties, la description de la maison, en quoi consiste la maison qui est objet de contrat. Alors, quelles sont les périodicités de paiement des loyers, ainsi de suite, ainsi de suite. Sinon, au terme de la réglementation, il y a la loi sur le bail à usage d'habitation qui dit en principe que si on formule le contrat, on doit aller l'enregistrer, on doit aller le légaliser auprès d'une autorité qui doit être le président de l'élu de la région. Ça peut être le maire, voilà. Ça peut être, voilà. En principe, on doit aller légaliser ça. C'est ce que dit la loi, puisque la loi a disposé pour organiser. Ça permet d'avoir des éléments sur l'identité de ceux qui occupent les maisons. Et l'un des avantages de cette façon de faire, c'est qu'on connaît qui occupe la maison et ça peut être utilisé à des fins sécuritaires. D'accord. Et deuxièmement, pour revenir à l'aspect au niveau des impôts, alors comment les choses se passent depuis? Alors nous avions des formulaires types pour aider les gens à faire leur contrat de bail. C'est des imprimés qui se vendaient dans nos administrations, dans nos services et les gens prennent ça, c'est des supports et puis les gens remplissent les parties qui les concernent. Et une fois qu'ils ont rempli, il y a un impôt, il y a l'impôt à payer. D'accord. L'impôt dont je parlais tantôt. Sinon, pour le formulaire du contrat de bail, on pourrait vous donner. Et actuellement, je pense qu'on ne vend plus les imprimés de contrat de bail. On a mis ça à la disposition des gens pour qu'ils puissent formaliser leur contrat, pour qu'il y ait moins de problèmes. On veut leur faciliter le travail. D'accord. Donc, si je comprends bien, quand on prend votre formulaire, qu'on le remplit, normalement, il faut revenir aux impôts pour l'enregistrer. Oui. Mais si on décide de l'écrire comme un contrat, on doit aller peut-être à la mairie pour légaliser. Est-ce qu'on l'amène chez vous ensuite ou pas? Oui, c'est justement ce qui, en tout cas au terme, ce que la loi a prévu, la nouvelle loi là, dès que pour les usages d'habitation, si vous allez, en tout cas, légaliser votre contrat au niveau de la mairie, en tout cas, ou bien au niveau du commissariat là où à défaut, vous devez ramener un exemplaire au service des impôts compétents du lieu de situation de l'immeuble pour faire l'enregistrement. Parce qu'il y a une obligation de payer le droit d'enregistrement, puisque c'est un impôt sur les locations d'immeubles. D'accord. Voilà. Donc, quand vous dites immeuble, les gens voient maison à étage. Quand vous dites immeuble, c'est ça ou c'est un autre, ça contient autre chose? Nous, quand nous disons immeuble, c'est un bâtiment. D'accord. Un bâtiment qui a un usage. Oui. On peut utiliser ça pour dormir, on peut utiliser ça pour faire un magasin, un bureau d'études, un salon de coiffure, la menuiserie, voilà. Mais ce dont on parle, ce dont vous voulez, c'est les maisons à usage d'habitation. D'accord. Voilà.
Donc, pour les habitations, on peut le faire, mais ce n'est pas obligatoire, ou c'est obligatoire aussi. Parce que moi, j'ai compris que pour ce qui est à usage commercial, c'est obligatoire. Mais pour les principe, maisons. il n'y a pas de distinction. Ah, tout le monde, Tout le en monde doit principe, faire un contrat Oui. pour la location de l'immeuble pour dormir. D'accord. Parce qu'en réalité, si vous faites le contrat, il y a la suite, il y a, comme on a dit tout de suite, le droit d'enregistrement qui doit être payé. Oui. Soit par le bailleur, soit par voilà, en fonction de l'usage. Mais au-delà de ça, il y a un impôt que le bailleur qui encaisse l'argent doit payer. Nous appelons ça un impôt sur le revenu foncier. Alors, donc, vous voyez qu'il y a toute une suite derrière le contrat de bail. Du contrat voilà. de bail, d'accord. Mais ce que moi j'entends, en fait, c'est que normalement, une maison à usage d'habitation, on n'a pas le droit, par exemple, de la louer pour venir mettre un bureau d'études. Logiquement, on ne peut pas. Ou est-ce qu'on peut, mais en signifiant que c'est une maison à usage commercial? Alors, vous savez que les usages des maisons en fonction des constructions, c'est un peu délicat. Alors, quelqu'un peut faire une maison destinée à l'habitation. Et vous venez, vous dites que vous voulez prendre la maison à usage de bureau, moyennant quelques aménagements. Alors, je pense que ce n'est pas figé. On ne va pas dire, comme c'est une zone d'habitation, comment on va vous refuser ça? L'essentiel, c'est de faire le contrat. Voilà. Parce que si ça ne modifie pas fondamentalement, si ça ne crée pas de difficultés dans la zone d'habitation, ben, je pense que dans les faits, vous voyez ça dans les 6 mètres de maisons à usage d'habitation, des petits commerces et autres. Le problème, c'est quand il y a incompatibilité. Oui. Quand vous utilisez ça pour faire votre activité commerciale et vous devez déranger la majorité des voisins qui ne peuvent plus dormir, là, il y a un conflit et là, effectivement, les gens peuvent aller se plaindre auprès de la mairie pour que les gens viennent voir qu'il y a une incompatibilité ou une nuisance quelconque du fait de votre activité. D'accord, ok. Alors, donc, on a parlé tantôt, quand on signe le contrat, même si on ne signe pas le contrat, il y a des obligations de part et d'autre. Oui. Alors, moi, je vois ici, toujours sur le document que moi j'ai trouvé sur Internet, ou plutôt que l'équipe a trouvé sur Internet, les obligations du bailleur. Donc, il y en a essentiellement 3. D'abord, il doit mettre la maison en bon état à la disposition du locataire. Ensuite, il doit faire certaines réparations. Par exemple, il doit faire les grosses réparations telles que le curtage des fosses septiques ou du puits perdu. Il doit entretenir les clôtures, renouveler la peinture, etc. Enfin, le bailleur doit permettre au locataire d'utiliser paisiblement la maison louée. Ainsi, dans le cas d'une cour commune, communément appelée célibatorium, ou d'immeuble à appartement, le bailleur ne doit pas permettre à un locataire de nuire à la vie des autres locataires par des troubles du voisinage, par exemple jouer de la musique fort. De plus, le bailleur doit indemniser le locataire si la maison louée avait des défauts qui ont causé des pertes pour le locataire. Okay. Donc ça, ce sont les obligations du bailleur. Voilà. C'est-à-dire que s'il y avait un ancien locataire, si moi je comprends bien, s'il y avait un ancien locataire et qu'il sort, il doit impérativement faire les réparations avant de permettre à un nouveau locataire d'entrer. Oui. Donc si le nouveau locataire entre, il se rend compte que ce n'est pas fait. Alors, je pense qu'il y a plusieurs choix qui s'offrent à lui. Okay. Alors, généralement, avant de rentrer dans une maison, en tant que locataire, on doit regarder l'état de la maison. Ça, c'est un premier préalable. Oui. Mais s'il arrive que ça lui échappait et qu'il est déjà dedans, il a vu une situation vraiment désagréable qu'il souhaite qu'on... Parlons par exemple du curage des fosses septiques. Voilà. On peut ne pas s'en rendre compte. Voilà. Là, effectivement, il peut demander au bailleur il peut discuter avec son bailleur comment, en tout cas, faire la réparation. Oui. S'il s'entend, il peut continuer. S'il ne s'entend pas, bon, il peut naturellement, il va quitter. Il ne va pas payer une maison et puis supporter beaucoup de dommages. Voilà. Alors, l'autre aspect des obligations que vous avez évoqué, à savoir les nuisances sonores entre votre voisin, je pense que ça y va des convenances sociales. Oui. Quand vous êtes avec des gens, vous devez vous assurer que ce que vous faites, ce n'est pas en contradiction avec... bon, en tout cas, c'est ça le préalable. C'est ça. Alors, et sinon, s'il y a quelqu'un qui fait des nuisances sonores ou quelque chose de désagrément,
ben, les autres peuvent signaler ça auprès Du bailleur. auprès du bailleur ou bien en tout cas ailleurs. Alors, c'est à ce niveau-là, c'est à ce niveau que se trouve l'importance du contrat écrit. Parce que s'il n'y a pas de contrat écrit, vous n'allez pas aller parler des droits des uns et des autres, parce que dans la mesure où vous-même, vous n'avez pas commencé par consacrer ces droits-là dans un acte. Si ça devient de l'oralité, en cas de désaccord, il y a des difficultés. Donc, les gens devraient en principe faire l'effort de formaliser leur contrat-là par écrit, parce que la société évolue de plus en plus, et à un certain moment, il va falloir faire la preuve de ce qui a été convenu. Alors, si c'est oralement, la preuve souvent est difficile et voilà. Et surtout, parlons des cours communes, comme on le dit. Est-ce que, parce qu'on entend facilement, oui, mais je paye ma maison comme toi, et ça va dans tous les sens. Donc, c'est dire que le bailleur, en fait, en principe, si le contrat est clairement établi, il a le droit d'interpeller un des locataires pour lui dire qu'il dérange les autres et qu'il faut qu'il essaie de se conformer. Alors, de façon générale, en tant que propriétaire de la maison, s'il y a quelque chose qui ne va pas dans sa maison, il doit être informé. D'accord. Il doit être informé et si vraiment ça atteint un degré qui est quand même, en tout cas, inquiétant, il peut en tout cas chercher à régler les problèmes. Mais disons que le bailleur, ce n'est pas, voilà, entre nous, c'est pas lui la police, c'est pas lui la gendarmerie, encore moins la justice. Oui. Alors, donc, si les choses ne sont pas réglées au niveau des bailleurs, il y a deux alternatives. Ou bien vous quittez la maison parce que vraiment vous n'en pouvez plus, ou bien vous assignez l'auteur du désagrément là, à la gendarmerie ou comme ça. Les forces, ceux qui sont habilités à trancher des litiges des uns et des autres. Moi, je pense que c'est comme ça qu'il faut voir les choses. Parce que il y a une histoire qui nous a été racontée. Un locataire qui est allé se plaindre sur le bailleur que, en tout cas, il y a son voisin, en tout cas, il y a des excréments qu'il jette dans sa maison. Ok. Alors qu'il y a des cailloux, il y a quoi? Vous voyez? Qu'est-ce que les bailleurs peuvent? Je pense quand même que, là aussi, voilà. Souvent, il faut aller là où il faut aller. À la limite, les possibilités du bailleur, on doit être pragmatique pour savoir jusqu'où. C'est des questions, il peut interpeller, mais il n'a pas un pouvoir de sanctionner à plus fort. Si ce n'est pas dire à l'intéressé qui ne veut pas obtempérer de quitter sa maison. C'est ça. Alors, l'extrême, s'il y a une agression, quelqu'un vient vous agresser, vous n'allez pas dire que c'est le bailleur qui va venir vous défendre. Là, je pense quand même qu'il y a des limites entre ce que le bailleur peut faire et ce qu'il ne peut pas faire. Tout simplement, c'est ça. Et on dit ici que le bailleur doit indemniser le locataire si la maison louée avait des défauts qui ont causé des pertes pour le locataire. Qu'est-ce qu'il faut entendre par là? Alors, ça veut dire que, en tout cas, c'est toujours les dispositions de la loi 103-215 CNT. C'est cette loi-là qui dispose ainsi. Mais ça voudrait dire que si effectivement, on va prendre un exemple simple. Là où on prépare les cuisines, voilà. Si entre-temps, il y a quelque chose qui décolle et qui tombe sur les affaires de madame et puis casse, je ne sais pas, c'est le frigo, c'est ce qui est installé là-bas et qui cause des dommages. Si c'est vraiment du fait de l'état de la maison que ce dommage a intervenu, là, le bailleur, il doit impérativement. Ou bien le mur, la tombe, carrément, on ne va pas dire de la maison, mais du mur extérieur, là, tombe sur une moto et puis la moto est sérieusement dégradée. C'est des exemples qu'on peut donner. D'accord. Sinon, vraiment, c'est... En fait, il faut que le cas arrive et on décide. Donc ça, c'est pour le bailleur. Oui. Mais le locataire aussi a des obligations. Certainement. Impérativement. Donc il y en a 4. En premier lieu, il doit payer les loyers aux périodes convenues, naturellement. En second lieu, il doit respecter la destination de la maison, c'est-à-dire que le locataire ne doit pas transformer la maison louée en principe pour y habiter à un lieu de commerce. Troisième lieu, il doit bien conserver, entretenir la maison, car si celle-ci a été dégradée de par sa faute, il doit la réparer ou dédommager
le bailleur. Et en quatrième lieu, à la fin du bail, il doit restituer la maison au bailleur en libérant les lieux, tout simplement. Ok. Donc, je reviens sur la partie où il ne faut pas transformer la destination de la maison. Vous l'avez dit, on ne va pas interdire, mais ça veut dire quand même que ça se définit avant. Oui. On ne vient pas louer une maison en mode je vais habiter avec ma famille et on vient trouver en fait que c'est un cabinet d'études. Là, certainement, là, vous n'avez pas respecté la volonté initiale. Si vous n'avez pas observé les dispositions, les règles du contrat. Donc, véritablement, quand ça arrive, on le fixe parce que véritablement, ça peut poser des problèmes. Imaginez quelqu'un qui vient louer une maison pour dormir et après, on se rend compte que c'est simplement un dancing. Est-ce que ça peut aller? Voilà. Il faut aller aux extrêmes pour voir pourquoi cette disposition. C'est ça. Voilà. C'est ça. C'est clair que si votre voisin transforme sa maison en une boîte de nuit et que ça vibre toute la nuit chez vous, Vous ne pouvez pas dormir. c'est clair. Voilà. Ouais. Donc, il ne faut pas faire ça. Et en fait, il y a la troisième obligation qui dit qu'il faut que le locataire conserve la maison et l'entretienne bien. Et si elle a été dégradée par sa faute, il faut qu'elle répare la maison. Donc, dans ce cas, c'est ce à quoi est censé servir la caution ou c'est autre chose encore? Entre autres. D'accord. Entre autres, c'est ça que la caution est destinée. C'est à ça que la caution est destinée, parce que si vous dégradez la maison, mais de toute façon, avant de rentrer, je pense qu'il y a un débat entre le bailleur et le locataire. D'accord. Et la caution, en réalité, elle servira à quoi? Donc, les uns et les autres doivent quand même définir la finalité de la caution avant que les choses ne se réalisent. Si la caution, c'est pour reprendre la peinture, c'est pour remplacer les ampoules cassées, c'est pour faire ceci, cela, ça doit être convenu bien avant. Voilà. D'accord. Donc ça, c'est bon à savoir. Alors, une chose dont beaucoup se plaignent, ils ne comprennent pas, c'est les augmentations de loyer en cours de location. De genre, tu loues une maison, je dis n'importe quoi, à 50 000 francs le mois, et le bailleur vient à un moment donné, il te dit « Ah, moi j'ai envie de mettre un pavé dans la cour. » Est-ce que tu as le droit de refuser qu'ils mettent un pavé dans la cour où tu habites pendant ta période de location, quand tu sais que derrière le pavé, il va dire que la valeur de la maison a augmenté et qu'il va ajouter 5 000 francs sur le loyer? Alors, ça dépend. On peut ne pas avoir, en tout cas, la possibilité de refuser. Okay. Parce que si le bailleur opte de rénover sa maison, d'augmenter la valeur de sa maison, si vous n'êtes pas d'accord, à la limite, vous pouvez demander de vous donner un temps pour libérer sa maison. Voilà, parce que pour quitter la maison aussi, en cas de mésentente, il y a un temps quand même qu'on vous donne. Mais vous ne pouvez pas dire non, ne mettez pas le pavé. Ça va être difficile. Okay. Ça va être difficile parce que bon, le propriétaire, c'est quand même le propriétaire. Ouais. Voilà. À la limite, il peut décider qu'il veut reconstruire sa maison. Ouais. Donc il faut aller à l'extrême pour voir jusqu'où chacun peut. Maintenant, c'est vrai que s'il y a des rénovations, s'il y a des améliorations, c'est des prétextes également pour augmenter les loyers. Et il faut dire que les bailleurs, ils connaissent à peu près l'évolution des loyers. Puisque une nouvelle construction du même type, si un nouveau locataire rentre dedans, il voit à peu près le prix comment c'est. Ouais. Si pour lui c'est bas, la tendance c'est d'augmenter. Mais comme souvent il ne peut pas venir dire que voilà il va dire qu'il va faire quelque chose et puis il dit en fonction de ça là il faut augmenter. Mais ça c'est la dynamique de la vie, hein, puisque bon chacun essaie de voir ses intérêts. Mais tout doit se faire par le dialogue. Je pense que si le bailleur et le locataire là, bon, c'est simplement des gens qui sont en relation dans la vie et qui doivent se débrouiller pour, en tout cas, trouver des terrains d'entente. Leur conflit. Alors, le bailleur peut venir faire des travaux dans sa maison, c'est normal, mais est-ce que le locataire qui est là, qui se dit, à chaque fois qu'il pleut, dans la cour, c'est inhabitable parce qu'il y a de la boue partout, on ne peut pas marcher. En principe, c'est le bailleur qui doit faire les travaux pour permettre que la maison soit habitable. Exact. Mais supposons que, pour une raison ou une autre, le bailleur dise « Ah, moi, je ne peux pas ». Est-ce que le locataire peut prendre sur lui de changer l'état de la cour, de faire un investissement dans la maison? Alors, je pense que ça dépend de comment
leur dialogue, leur concertation là va aboutir. D'accord. Le bailleur, il peut dire, c'est que le bailleur peut dire qu'il n'a pas les moyens de le faire, ou bien il refuse de le faire. Ça, c'est, s'il C'est dit des qu'il n'a pas les moyens de le faire, il peut dire au locataire, vous le faites à vos frais. D'accord. Il peut dire au locataire, vous le faites et vous déduisez du Du loyer. loyer. Donc, il y a autant de possibilités. Ça dépend du personne. consensus vers lequel ils sont parvenus. Alors, D'accord. sinon, si c'est des maisons, si c'est des améliorations substantielles, le principe, c'est que si le locataire doit faire ça avec l'accord Du bailleur. du bailleur. Maintenant, il peut renoncer, comme il peut demander au bailleur de le payer. S'il D'accord. dit que le bailleur, qu'il dit qu'il va déduire sur le loyer, si le bailleur est d'accord, bon, il va déduire sur le loyer. D'accord. Mais si le bailleur dit, bon, tu peux faire ça à terre, alors, Vrai. les gens peuvent dire ça, c'est dans la vie, les gens, voilà. Ouais, ils sont ce qu'ils sont. Voilà, sont ce qu'ils sont. Ou bien vous pouvez aménager ça, et puis quelque temps après, le bailleur voit que c'est bon, et puis il trouve un moyen pour vous faire partie, et puis quelqu'un qui... Voilà, il y a toutes sortes de possibilités. c'est Donc vrai. bon, ça, Oui. c'est difficile à... Voilà, Ouais, il y a quand même des situations il faut être dedans pour comprendre. certainement. Donc, la grosse question, justement, que les gens se posent par rapport au fait qu'il y ait des maisons à une chambre au salon qui coûte peut-être dans tel quartier 35 000, dans tel autre quartier, ça va jusqu'à 60 000. Il y en a qui se disent, pourquoi? Qu'est-ce qui explique que d'un quartier à un autre, pour le même type de maison, on a un loyer différent? OK. C'est simplement la loi de la disponibilité et de la demande. D'accord. Alors, parce que si vous prenez, par exemple, des célibatoriums, comme on le dit, à côté, tout autour de l'université de Ouagadougou, l'offre est très... La demande est très élevée. Alors, mais si vous prenez ça dans un quartier périphérique, où il n'y a pas beaucoup de fonctionnaires, il n'y a pas beaucoup de commerçants, il n'y a pas et ainsi de suite, bon, il va sans dire qu'à ce niveau-là, compte tenu de l'éloignement et du fait qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui veulent y aller, bon, le propriétaire va finir par diminuer pour avoir un peu, plutôt que d'avoir zéro. C'est ça. Ah, mais là où les gens demandent tous les jours, hein, bon, je pense que même ceux qui sont locataires, s'ils devenaient bailleurs, bon, je pense que le débat n'allait pas changer. Hein. Voilà, c'est un point de vue personnel. C'est vrai que souvent, chacun se dit, mets-toi à ma place, tu comprendras qu'avec mon salaire, je ne peux pas. Et l'autre dira, mets-toi à ma place et tu comprendras qu'avec l'investissement que j'ai mis dedans, je ne peux pas. Voilà. Donc, c'est sûr. Donc, en fonction de l'offre et de la demande, le prix peut varier. Oui. Maintenant, comment on fixe un loyer d'une maison? Est-ce que la personne qui finit de construire sa maison dit, tiens, je regarde ma maison, bon, 5 000. Ou comment on évalue le loyer? Donc, moi, je vois ici que depuis le 22 décembre, on est en 2019. Donc, voilà. Le prix du loyer de l'habitat au pays des hommes intègres est réglementé. Donc, selon le Conseil national de la transition. 7% de la valeur annuelle. La valeur exactement. Annuelle. La valeur? 7% de la valeur annuelle. Donc, qu'est-ce que vous appelez la valeur annuelle? Alors, si vous construisez votre maison, okay. Non, ce n'est pas de la valeur annuelle, mais c'est la valeur, dans le sens de la loi, c'est la valeur d'acquisition ou bien la valeur d'investissement. L'investissement qui a été mis sur le terrain. Vous construisez votre maison, okay. Vous le construisez et puis vous vous rendez compte que c'est 20 millions par exemple. D'accord. Si vous voulez fixer le loyer, alors, ça ne doit pas dépasser 7% de 20 millions. Voilà. Donc 7%, c'est le sommet en principe. Ça, c'est le montant annuel. C'est le montant annuel en réalité. Ah. Ah oui. Donc en fait, le loyer annuel ne doit pas excéder 7% de l'investissement, c'est ça? Non, ce n'est pas 7% de l'investissement. OK. Alors, si vous prenez les dispositions de la loi et puis vous regardez, bon, 7%, quand on dit 7% là, c'est le loyer annuel. D'accord. C'est 7% du loyer annuel. Donc, voilà, 7% du loyer annuel. OK. 7% de l'investissement total. 7% de l'investissement total. L'investissement total, ça doit être le loyer annuel. D'accord. Si vous avez fait 20 millions,
Le loyer, pour fixer le loyer, on regarde dans l'année, on fait 7% et puis on dit que c'est ce que vous devez. D'accord. Donc 7% de 20 millions, normalement, c'est 12 mois de loyer. Ouais, c'est 12 mois de loyer. OK. Oui. Mais ça, c'est le minimum ou c'est le maximum, les 7%? Ah, c'est ce qui convient, puisque en principe. Parce que je vois, on dit loyer moyen de voilà. 7% de On l'investissement. ne doit pas s'écarter de ça. D'accord. Donc On ne doit pas s'écarter énormément de ça, doit être autour de ça. D'accord. Parce que dans la réalité, il se peut que ce soit moins que ça, il se peut que ce soit légèrement en dessous de ça. Mais cette loi-là, elle est difficile à faire appliquer. Vous voyez que les gens ne font même pas de contrat. Et justement, je dis, comment on évalue la valeur de l'investissement pour décider? Est-ce que, parce que moi, je peux dire, bon, en vrai, j'ai mis 100 millions dans ma maison. Oui, mais il y a si vous avez une maison et puis vous dites qu'elle vaut tant, si besoin en est, il y a des structures qui sont habilitées à évaluer et à donner voilà, on peut vous apporter la preuve que ce que vous dites, c'est ça ou bien c'est pas ça. Alors, du reste, pour revenir au droit d'enregistrement, nous parlons au niveau des services d'impôt, on parle de la valeur locative réelle. Alors, vous pouvez dire que vous avez loué votre maison à 10 000, mais si la valeur locative peut être plus que ça. Donc, on fixe l'impôt à partir de cette valeur locative réelle. D'accord. Voilà. Donc, si vous venez faire le droit d'enregistrement, c'est-à-dire qu'on repart évaluer le bien? Oui, en principe, mais on évalue au cas où il y a suspicion que vous ne dites pas la vérité. Sinon, ce n'est pas systématique. Donc, parce si que vous les loyers sont connus. Oui. Vous savez, les minorations, le fait de diminuer le fait de diminuer le loyer là, ça peut avoir des inconvénients. D'accord. Ça peut avoir quoi comme inconvénient? Comme inconvénient, si par exemple le loyer réel c'est 50 000 entre nous, et entre-temps nous faisons un contrat et puis on dit que c'est 25 000. Au cas où vous ne me payez pas et qu'on doit aller devant, par exemple, les autorités compétentes pour trancher du litige, alors on va dire que non. Vous avez écrit dans le contrat là que c'est 25 000, c'est 25 000. Donc ça peut avoir des inconvénients et ça a certainement des inconvénients. OK. Donc, c'est important quand même de venir vers vous pour s'assurer. Parce qu'il y a une moyenne des loyers peut-être qui est là, mais est-ce que ça veut dire que parce qu'il y a une moyenne, parce que c'est pour revenir un peu à ce que l'on appelle, parce que souvent il y en a qui disent maison au standing, ça m'a fait sourire en fait, j'ai vu cette publication pas plus tard que ce week-end d'une maison en location, chambre-salon, cour unique, avec chauffe-eau, climatiseur et tout cela, carrelé, ventilé, avec une cuisine à 100 000 francs. Et en commentaire, il y a quelqu'un qui demandait est-ce que c'est eux qui payent l'électricité? Donc ça m'a fait sourire. Mais donc, ça veut dire, si moi je comprends bien qu'en fonction de tout ce que le bailleur met dedans, que le locataire en ait besoin ou pas, ça rentre dans la valeur de la maison. Certainement. C'est le confort, le niveau de confort que la maison peut aller. Je vais revenir simplement sur comment les gens fixent leur loyer. Vous savez, par zone, les gens ont à peu près une idée globale du loyer des types de maisons. Alors, si vous avez, si c'est chambre-salon avec douche intérieure, avec ainsi de suite, les gens connaissent. S'il y a chauffe-eau, il y a... Voilà, il y en a. Bon, donc, vraiment, à ce niveau-là, on ne peut pas, il n'y a pas de règle générale, mais celui qui investit là, il a ce qu'il veut pour rentabiliser ses investissements. D'accord. Il peut avoir ça dans la réalité comme il peut ne pas avoir ça. Parce que s'il fixe son loyer à 100 000 et ça fait 6 mois, 7 mois, personne ne prend la maison, je pense que bon, lui-même, il va venir. Oui. Mais s'il fixe ça à 100 000 et le lendemain, la maison est prise, bon, il va se dire même que j'aurais dû faire 150 000. Voilà, donc bon, c'est comme ça. C'est la loi de l'offre et de la demande. Parce que c'est vrai que là où il y en a qui venaient se plaindre, ouais, mais le prix est trop élevé, vous pensez que quelqu'un peut payer ça ici, il y en a qui viennent demander, ah, c'est encore disponible, moi je suis intéressé. Donc c'est clair qu'on ne parle pas le même langage face à cette situation. Alors, on va s'accorder une petite pause pub et on revient parce que nos téléspectateurs nous ont laissé des commentaires sur Facebook. OK. On va les lire. Il n'y a pas de problème. Qui sera le meilleur jeune entrepreneur du Burkina Faso? Chers téléspectateurs, voici venue la finale de la première édition de Pépites d'entreprise. 100 candidats au départ. Ils ne sont plus que 4 en finale. Votez pour Sanfo Menuiserie Bois et Métallique qui allie les matériaux cités à la perfection en envoyant PE1 au 3167.
Choisissez d'écologique avec la recyclerie générale en envoyant PE2 au 3167. Votez pour Mister Écolo avec ses emballages biodégradables en envoyant PE3 au 3167. Ou choisissez Faso Mousso avec ses épices nutritives Et thérapeutiques en envoyant PE4 au 3167. Chers téléspectateurs, rendez-vous bientôt pour savoir qui sera la pépite d'or qui remportera le premier prix d'une valeur de 15 millions de francs CFA. Pépite d'entreprise, sous le parrainage de M. Idrissa Nassa, PDG du groupe Coris. Retour pour la suite à un sujet quand même qui intéresse pas mal hein, les téléspectateurs, Monsieur Digamde. Donc, on a des commentaires. Ok. J'ai une question que j'ai gardée pour la fin, mais on va revenir sur ces commentaires et je ramène ça. Il n'y a pas de problème. Donc, on a Idogo Safiatou qui dit « Je pense que si l'État subventionne le prix du ciment, ça sera moins cher. » Bon, je pense qu'elle parle du loyer. Est-ce que vous pensez que si le prix du ciment descend, le loyer peut suivre? Ben, c'est un élément de l'investissement. Mais au-delà du ciment, je pense quand même que c'est tous les matériaux de construction. C'est ça. Parce que vous voyez qu'il y a le fer qui entre beaucoup en ligne de compte. Claire. Donc, il y a même, j'allais dire, les agrégats. Aujourd'hui, si vous voulez un voyage de sable de telle qualité ou de telle qualité, le prix est élevé. En fonction de l'éloignement de plus en plus, de là où on passe, c'est ces agrégats. Mais le ciment étant l'un des composants, je pense que ça peut jouer. Mais au-delà du ciment, il faut ajouter les autres matériaux tels que le fer principalement. Il n'y a pas que le ciment, les amis. Donc, dans une maison, il y a plein d'autres... Sans compter les finitions. Voilà. La peinture, les carreaux. C'est vrai que quelqu'un a dit qu'ils ont l'impression La que... toiture. La toiture. Il y en a qui mettent du plâtre, Voilà. la climatisation, Voilà. le pavé à l'extérieur, en fonction de ce qu'on veut, revêtement extérieur et tout ça. Donc, il n'y a pas que le ciment. Alors, on a Jean Badini qui nous souhaite une belle émission. Freddy Evrard qui dit « À mon avis, je pense que ce sont les démarcheurs qui contribuent à l'augmentation des loyers. Ils ont leur prix que le bailleur lui-même ignore par moment. Il y a également le coût de la parcelle et des matériaux de construction qui sont extrêmement chers au Faso. » Donc, ils estiment que, en fait, souvent, c'est moi, j'ai bien compris son message, hein, il y a le loyer que tu payes, en fait, ce n'est pas le loyer que le bailleur perçoit. Parce qu'il y a quelqu'un au milieu de vous qui perçoit forcément une commission. Oui, mais ces démarcheurs, effectivement, ils ne vont pas offrir leurs services pour rien. C'est ça. Il y a des déplacements, eux-mêmes, ils ont besoin de ça pour vivre. Alors, c'est vrai, mais si vous voulez une maison aujourd'hui, à moins de vous adresser aux structures formalisées, mais vous n'avez pas de choix que de passer par ces... Voilà. Et justement, ces structures formalisées, elles ne travaillent pas gratuitement. Non. Donc, c'est dire que même là, il y a une commission qui doit leur revenir. Il y a parce des qu'ils ont fait commissions, un il y a des travail de commissions. recherche. Voilà. Mais est-ce que ça suppose que leur existence va au-delà de l'acquisition de la maison? Est-ce que ça veut dire que pendant toute la période où vous êtes dans la maison, vu que c'est eux qui perçoivent le loyer pour le bailleur, est-ce que c'est vous qui les prenez en charge parce que c'est augmenté sur votre loyer? Ou est-ce que c'est le bailleur qui les prend en charge parce que le loyer est normal et que c'est lui qui déduit pour les payer? Non, et le locataire ne prend pas en charge de façon, j'allais dire, visible cette charge-là. D'accord. Mais il faut dire aussi que les bailleurs, là aussi, fixent le montant à payer en fonction de toutes les charges de gestion de la maison. D'accord. Alors, si moi, je n'ai pas le temps pour aller venir voir celui qui est dans la maison pour récupérer l'argent et que je charge une personne pour le faire, non seulement il y a son déplacement, mais il doit être intéressé. Ça, c'est sûr. Donc, de façon, quand je vais fixer mon loyer, je dois en tenir compte. Parce que si moi, je veux avoir 25 000 francs qui rentrent dans ma poche, et si je sais qu'avec toutes ces charges-là, il y a une dépense de 5 000 francs, il faut en tenir compte. Ça. Sinon, il y aura un manque à gagner. Donc, ces intermédiaires, ça fait partie des éléments de développement de notre société. Puisque avant, les gens avaient le temps de tout faire eux-mêmes. Ils allaient directement. Aujourd'hui, on n'a pas le temps de tout faire soi-même. Ce n'est pas seulement dans le domaine des locations qu'il y a des intermédiaires. Les intermédiaires sont partout dans notre système de développement actuellement là. Je pense aussi que c'est une réalité qui est née du développement économique qu'on a atteint. Alors les gens ne peuvent pas faire les choses eux-mêmes.
Voilà. Donc, Souvent, c'est juste plus un défaut de formalisation. Sinon, c'est très clair que le besoin existe. Le besoin existe. Parce que vous et moi qui sommes là en ce moment, si on a une course à faire derrière, il faut que quelqu'un puisse le faire. Bien sûr. Donc, alors, pour revenir à nos messages sur Facebook, Landry Ilboudo, bonjour à la team. Le thème est d'actualité. Merci pour cela. Pour ma part, la hausse s'explique par le fait que la demande est de plus en plus grande, vous l'avez dit. Aujourd'hui, pour avoir une parcelle à ton nom, il faut te lever tôt. Donc, les gens se rabattent vers ces types d'habitations parce que c'est moins cher. C'est à l'État de réguler tout ce secteur parce que certains bailleurs usent pour s'en mettre plein les poches. Donc, le loyer, enfin, le coût de la parcelle. Est-ce que le coût de la parcelle est pris en compte dans l'évaluation de la valeur de la maison? Naturellement, puisque c'est le premier élément. Sans parcelle, il n'y a pas de bâtiment. Et vous savez que si aujourd'hui quelqu'un veut investir et il veut rentabiliser séance tenante, vous savez qu'il faut aller payer un terrain où il y a les équipements, et puis un certain nombre d'aménagements. Voilà, les aménagements. Il faut que ça soit viabilisé. Il faut qu'il y ait l'eau, il faut qu'il y ait l'électricité. Il faut voir s'il y a une université à côté. Est-ce qu'il y a un grand service? Est-ce qu'il y a un centre commercial? Hôpital. Tout ça, ça joue sur les prix des maisons. Parce que si vous allez payer le terrain là où vous allez construire, mais il n'y a pas ces commodités, vous n'allez pas avoir de locataires. Oui. Mais là où il y a les commodités aussi, le terrain coûte cher et ça va jouer sur le prix total de la maison. Alors, M. Guimdan nous dira, ça marche pour une nouvelle acquisition de maison. Donc, on a la valeur de la parcelle, on a le coût de la construction. Mais supposons qu'il y a une parcelle qui est dans un quartier, mais qui est là depuis des années, qui appartient à la famille. Et à un moment donné, par exemple, il y a un fils de la famille qui décide, bon, je vais mettre en valeur la parcelle du vieux et mettre la maison en location. En ce moment, il n'a pas acheté la parcelle. Donc, est-ce que c'est normal qu'on mette le coût de la parcelle dans la valeur de la maison? Il faut bien qu'ils mettent le coût de la parcelle parce que c'est, en fait, quel est le niveau actuel de nos besoins? C'est comme ça que peut-être qu'il faut raisonner en termes économiques pour comprendre le comportement des bailleurs que nous disons qu'ils exagèrent. Alors, dans le temps, si moi, comme ça, pour voyager, payer les scolarités, aller manger dans un restaurant, aller avoir tête, s'il me fallait au total 10 000 francs dans le mois. Faire tout ça. Et actuellement, pour faire tout ça, il me faut 50 000 francs. Ben, si je n'ai pas d'autres revenus, que le loyer, il y aura un coût. Alors, là où vous dites que la parcelle là ils ont acquis la parcelle depuis longtemps. Mais aujourd'hui, la parcelle vaut combien? Tout le monde sait. Donc, on ne peut pas l'empêcher de comprendre que sa parcelle-là, dans ce quartier-là, vaut 15 ou 20 millions. Non, ça va de soi. Puisque tous ceux qui achètent pour construire l'ont acheté à ce prix. Donc, lui-même, il sait que ça vaut 15 millions actuellement. Donc, il va... Voilà. Et puis, c'est viabilisé. Au moment où il l'achetait, ce n'était pas viabilisé. Parce qu'aujourd'hui, s'il y a un goudron qui passe devant des parcelles, les parcelles prennent de la valeur. Justement, parlons-en de ça. Parce qu'effectivement, s'il y a un goudron qui passe devant, le loyer augmente. Oui. Et les gens diront, OK, mais à l'intérieur, tu n'as rien fait. Alors qu'à la base, on s'était accordé sur quelque chose. Et aujourd'hui, parce qu'il y a un goudron qui passe devant, que tu n'as pas mis, parce que c'est l'État qui a mis le goudron, tu me dis de payer plus cher. Et souvent, c'est un sujet de litige, on le voit sur les réseaux sociaux. Donc, qu'est-ce qui explique que, parce qu'il y a un goudron quand je suis rentrée dans la maison il y a 2 ans, c'était une voie rouge, j'ai supporté la poussière et tout ça. Parce que maintenant, c'est un goudron, tu me dis qu'il faut qu'on ajoute 5 000 francs ou 10 000 francs sur la maison. C'est simplement des coûts d'opportunité. Pourquoi? Quand c'était la voie rouge avec des trous, il y a combien de gens qui voulaient aller habiter là-bas? Mais justement, moi, j'ai subi tout ça et puis je suis venue. Oui, mais les conditions ont changé. Pourquoi, si on veut aller au fond, je ne défends personne, mais j'essaie de donner des explications. Exactement. Simplement. Pourquoi vous étiez dans une voie rouge alors qu'il y avait des voies goudronnées? Parce que là-bas, c'est plus cher. C'est ça. Donc, c'est des coûts d'opportunité. Les gens profitent.
Ok. Les gens profitent parce que si vous quittez, il y a quelqu'un qui va prendre. Donc, bon, c'est un peu, c'est difficile, mais c'est comme ça. D'accord. C'est bon à savoir. Donc, alors, on a Jean Marou Yonli qui veut savoir, bonjour, une question. Que dit la loi de qui est chargé d'arranger la maison s'il y a dégradation? Je pense qu'on avait déjà répondu à peu près à ça. Donc, en principe, c'est ce que la caution doit couvrir, entre autres, mais très clairement, le locataire a obligation de s'occuper de la maison et de l'autre côté, le bailleur a obligation les grosses réparations. Voilà. Alors, donc, on a un autre Yoli, Diamano, donc, qui dit « Je pense qu'il faut aller à la base. Avant de parler de cherté de la maison au Burkina Faso, pourquoi les parcelles coûtent tant? Les gens ont envie de savoir pourquoi la terre, le prix de la terre ne fait que monter. » Ok. Ben, bon, vous savez que traditionnellement, chez nous, dans nos coutumes, la terre ne se vendait pas. C'est ça. La terre était un bien communautaire. C'est ça. Voilà. Mais les données ont changé. La terre est devenue un bien économique, comme les autres biens. C'est le premier bien économique d'ailleurs, si on s'en tient, bon, en tout cas à la valeur, puisque vous ne pouvez pas mener une activité si ce n'est pas sur une terre. Alors, donc, comme on la met dans le circuit économique, ben, la terre, là, la spéculation s'applique à la terre. Donc, elle est l'objet de toutes les spéculations, puisqu'elle est une sûreté. Si vous avez une terre, elle ne peut pas disparaître. Ça, c'est sûr. On ne peut pas la voler. Voilà. Non plus. Donc, la terre est devenue un enjeu important parce que, bon, les activités sont en perpétuelle mutation et développement. Quand on avait connu un peu les villes, il n'y avait pas d'activité industrielle, il n'y avait pas d'activité commerciale très développée, les services n'étaient pas développés. Aujourd'hui, là, c'est devenu, en tout cas, très diversifié et puis, bon, d'une grande importance. Donc, alors que pour mener ces activités, il faut que ce soit sur une terre. Donc, il n'y aura pas un moment où le prix de la terre va diminuer contrairement à ce que les gens veulent. Non, ça ne fait qu'aller de l'avant parce qu'il n'y a pas... Ouagadougou avait combien d'habitants? Aujourd'hui, nous sommes à combien? Dans 10 ans, nous serons combien? Donc, les besoins en matière d'occupation de terre, ces besoins-là vont de plus en plus croissants. Donc, leur valeur aussi va suivre, en tout cas la demande. D'accord. Bon, on espérait notre réponse, mais bon, c'est les faits que vous nous dépayez. Donc, on est obligé de prendre ça comme ça. À moins que je ne vois pas comment l'État va subventionner des gens pour acquérir des terrains. Ça va être très difficile. Surtout que quand on parle terre, surtout qu'il n'y en a pas beaucoup. C'est ça. Voilà. Alors, donc, on a Noël Kaman, très bon thème. J'ai l'impression que le gouvernement donc, ne s'intéresse pas au sang. Toi, il doit réglementer les choses. Donc, en fait, les lois existent. Maintenant, c'est comment s'arranger. Mais en même temps, nous aussi, on aime bien s'arranger avec la loi. C'est ça. Bien sûr, on ne veut même pas la respecter. Ça, il faut être clair. Le premier souci des citoyens, ce n'est pas le respect de la loi. On pense qu'en contournant la loi, on gagne. Mais en réalité, on perd. On perd parce que les effets là, c'est énorme. Vous voyez, par exemple, la formalisation du contrat de bail dont on parle. Aujourd'hui, nous sommes en période d'insécurité. Si vous ne faites pas des contrats, vous ne connaissez pas qui occupe réellement votre maison, quelle activité la personne fait dans la vie, ben, c'est toute la société qui est en insécurité et vous-même. Parce que s'il y a quelque chose de grave qui arrive à votre maison, ben, il va disparaître en un quart du tour et puis vous ne pourrez plus voir cette personne-là. C'est ça. Alors, on a Eric Drabo qui dit que le gouvernement doit prendre les mesures urgentes pendant que c'est possible, sans quoi il finira par résoudre des crises sociales, certainement concernant la maison. Salif Moreau, bonjour ma soeur, merci d'avoir choisi un sujet aussi important qu'intéressant, et qui intéresse beaucoup de Burkinabés. Bonne émission à vous. Merci beaucoup. Alors, Safi pense que c'est juste un manque de contrôle. L'État devrait fixer les prix. Donc, c'est son point de vue. Et je reviens sur la question que je vous ai gardée vraiment pour la fin. J'espère que je retrouve ma question vite fait quelque part. Donc, alors, en résumé, par rapport à tout ce qu'on a dit, je reviens sur cette conférence de presse. Donc, il faut noter que désormais,
on était en décembre 2019, toutes les réparations courantes indispensables au bon fonctionnement du local reviennent au locataire. Donc ça répond à la question précédente. Le bailleur se charge des grosses réparations. Il reste à savoir maintenant ce que la loi prévoit comme prix de la location. La loi votée est précise. Il sera fonction du coût de réalisation du local à louer et non du cadre environnemental. Donc ça veut quand même dire, c'est comme vous l'avez dit, c'est des coûts d'opportunité. Voilà. Donc c'est dire que plus donc question de brandir le fait qu'un goudron passe à la devanture de la maison ou encore la présence de l'éclairage public dans les environs pour augmenter unilatéralement le prix. C'est pourquoi désormais, le coût mensuel du loyer est estimé à 7% de l'investissement. En clair, un prix moyen de location. Alors, donc, ici, on a mis 40 000 francs, mais on ne précise pas de quel type de maison, on ne précise pas pour quel coût d'investissement. Donc, l'élément important, moi, je pense à retenir, c'est les 7% de l'investissement de la maison. Mais là, on voit très clairement qu'on a dit qu'en principe, le bailleur ne devrait pas brandir cela. Il y a un goudron, on vient de mettre l'éclairage public, parce qu'en principe, ce n'est pas pris en compte quand on a évalué le prix de la maison. Oui. Logiquement. Est-ce que je comprends bien? Alors, et je pense que c'est la loi est très claire, est très claire là-dessus. Mais il y a la réalité. Encore que les gens même ne veulent pas se conformer. On aime bien passer autour de la loi. Ils ne veulent pas se conformer. Oui. Alors, généralement, les locataires se plaignent. Mais les locataires n'exigent rien pour se conformer à la loi aussi. Okay. Alors, tant qu'il n'y a pas de problème, ils ne se rappellent pas de l'importance de la loi. Alors, quand on dit par exemple que le propriétaire ne doit pas se prévaloir du fait qu'il y a un goudron ou bien des équipements spécifiques de la zone, généralement, ils ne savent pas ce qu'ils disent. Ils fixent simplement leur loyer et puis ils attendent des gens qui sont d'accord pour ce prix. C'est ça. Alors, donc, par exemple, quand on parle de le loyer moyen, les 7% d'investissement, bon, en tout cas, je pense que l'investissement là, les gens actualisent leurs investissements. C'est ça. Alors, bon, on a bien dit moyen. Oui. Moyen là, quelle est la limite, la petite? Voilà, la loi a essayé d'encadrer pour éviter les exagérations. D'accord. Mais bon, comme c'est une question pratique de débat entre un bailleur et puis un locataire, ben, en tout cas, les gens doivent lire la loi et puis s'en faire une idée. Puis bon, de toute façon, si vous refusez de rentrer dans une maison et puis après quelqu'un d'autre prend, moi je ne sais pas si vous pouvez attaquer le... Non. Voilà. En tout cas, c'est l'État qui doit après organiser les contrôles pour savoir si les loyers que les bailleurs la fixent se conforment à la loi. Mais une fois de plus, il y a peu de gens qui vont vers l'esprit de la loi. C'est ça notre... C'est important. Alors, on arrive au terme de cette émission. C'est sûr que si on nous accorde encore une heure, il y a pas mal de questions à soulever, mais bon, on espère quand même avoir contribué à donner des éléments de réponse à toutes ces personnes qui se cautionnaient. Donc, on rappelle qu'ils ont la loi, qu'ils peuvent télécharger facilement sur Internet. On va donner le type de contrat de bail. Exactement. Oui. Donc, pas mal de détails pour pouvoir déjà se conformer et s'assurer que on se protège d'éventuels problèmes ou risques ou désagréments. Est-ce que vous avez un dernier message, peut-être en 30 secondes, pour tous ceux qui nous regardent? OK. En tout cas, c'est de vous dire merci et puis d'inviter les bailleurs et les locataires à souscrire des contrats de bail. D'accord. Et à se présenter dans les services des impôts pour faire l'enregistrement de ces contrats de bail. D'accord. Tout le monde est protégé et l'État aussi gagne quelque chose pour couvrir les charges publiques. Donc, nous invitons tout le monde, en tout cas, de souscrire à des contrats de bail et de venir payer ce qu'il y a à payer au niveau du service. Un bon inspecteur des impôts. Voilà, donc nous sommes là, oui. On veut faciliter tout. Les choses. On est d'accord que ce n'est pas facile, mais bon, pour le développement du pays, je pense que chacun est invité à payer un peu sa part de contribution.
D'accord. En tout cas, merci beaucoup. Je rappelle, chers téléspectateurs, que nous avons été aujourd'hui en compagnie de M. Guigemde Noraogo, qui est inspecteur des impôts chargé d'études à la Direction générale des impôts. Vous étiez anciennement receveur des domaines et de la publicité foncière. C'est bien cela? Oui, c'est bien ça. Merci beaucoup de nous avoir accordé ce temps. Chers téléspectateurs, vous qui nous avez envoyé des messages, on espère en tout cas avoir contribué à apporter une petite lumière dans vos nombreuses questions. Et on rappelle que vous avez la possibilité de retrouver la loi, de prendre connaissance avec elle et justement de pouvoir savoir. Il s'agit de la loi numéro 103/2015/CNT portant bail d'habitation privée au Burkina Faso. Sur Internet, vous trouvez la loi, vous la téléchargez, vous la lisez et ensuite vous allez mieux comprendre. Merci beaucoup. On se dit à la semaine prochaine avec un autre sujet, d'autres invités. D'ici là, prenez grand soin de vous. Merci de rester fidèle au programme de BF1 et à la semaine prochaine. Bisous à tout le monde. Au revoir.